Salut à tous. D'abord, avant de commencer, une petite annonce. L'événement va être enregistré et si ça vous dérange, si vous voulez pas sortir dans la vidéo, vous pouvez aller au fond de la salle, dans les 3 ou 4 dernières lignes, parce que là-bas, ouais, c'est safe space. Et deuxième chose, il y a un micro entre vous, je ne sais pas qui l'a. Bon. Et pour faire la chose un peu plus dynamique, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui ne se comprend pas trop bien, et si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez prendre le micro et faire des commentaires. Me couper sans problème et on commence à discuter aussi. Okay? C'est ça un peu l'objectif. Et je vais essayer, j'ai calculé à peu près de parler 35-40 minutes, pas plus. Et je vais essayer de parler un peu moins quand même. Et comme ça, on peut en discuter après aussi. Alors, bon, je suis Alfonso. Et j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle Montera 34. En fait, à Montera 34, on travaille avec les données. Et on travaille avec les données, et il faut dire que notre matière première sont les données. Et on travaille avec les codes, mais on vient du monde de l'architecture. Alors, on utilise les données pour essayer de comprendre ce que se passe dans les villes, pour essayer de comprendre les transformations urbaines. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ça et des projets qu'on a fait et qu'on est en train de faire chez Montera 34. Et on n'est pas des théoriciens, nous, on fait de la pratique. Alors, je vais partager avec vous les apprentissages qu'on a eus en faisant de la pratique, en faisant les projets. OK. Et pourquoi on pense que les données doivent être traitées et gérées en tant que bien commun. Au début, je vais raconter quelques petites histoires, un peu pour essayer de vous expliquer comment nous, depuis Montera 34, on voit les contextes dans lesquels on travaille. Okay? Et après, dans la deuxième partie, je vais vous raconter ce qu'on fait, toujours à travers des exemples, des projets. Alors, on commence avec la première histoire. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, on voyage un petit peu à New York, début du XXe siècle. On trouve un homme qui s'appelle Robert Moses. Robert Moses travaillait pour la mairie de New York et c'est un ingénieur et architecte qui a fait beaucoup d'œuvres d'ingénierie dans toute la zone métropolitaine de New York City. J'aime bien parler de lui pour raconter justement les pouvoirs de l'infrastructure. C'est lui qui a planifié ces ponts que vous pouvez voir dans l'image. En fait, les ponts sont sur l'autoroute qui connecte les centres-villes de New York avec les plages de Long Island. Et en fait, on ne va pas rentrer dans le débat s'il a fait ça exprès ou pas, parce qu'il y a un gros débat sur le sujet. Mais en tout cas, la conséquence a été que les autobus, à l'époque, ne pouvaient pas passer sur le pont. Alors, il n'y avait que les voitures qui pouvaient passer. Et en conséquence, les gens qui pouvaient aller à la plage étaient seulement les gens qui pouvaient se permettre d'avoir une voiture.
Déjà, c'est une ségrégation par la construction de la ville, par la conformation de l'espace. Et à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas de train qui liait le centre-ville de New York avec Long Island. Deuxième petite histoire. L'histoire de Lindsay Diaz, en fait. Dans la photo, vous pouvez voir un quartier résidentiel à Dallas, Texas. Et Lindsay Diaz habitait là-bas. Et un jour, elle arrive dans sa maison après le travail et sa maison a été démolie. Waouh! Alors, elle appelle la mairie. Elle voit un panneau de l'entreprise qui a fait la démolition. Elle appelle l'entreprise. L'entreprise lui dit, mais nous, on avait l'information, on avait la commande de démolir votre maison. Et en fait, finalement, ils ont découvert que la commande était vraie, sauf qu'ils ont regardé sur Google Maps et il y avait une erreur sur Google Maps. N'était pas la bonne adresse. Alors, je trouve que c'est une très bonne histoire pour raconter les pouvoirs des données. Si il y a un siècle, on pouvait voir les pouvoirs de l'infrastructure, maintenant on peut voir les pouvoirs des données. Troisième petite histoire. À Toronto, en fait, il y a un quartier que la mairie de Toronto dans laquelle la mairie de Toronto a externalisé en fait la gestion presque complète du quartier à une entreprise qui s'appelle Sidewalk Lab, qui appartient à Alphabet, l'entreprise mère de Google, et pour pratiquement gérer tous les quartiers en fait. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer parce que le projet n'a pas encore commencé et quelles données vont être compilées par Sidewalk et qui va avoir accès à ces données. Ça donne une idée de démarche dans la gestion des données dans les villes. Quatrième petite histoire. On voyage à Madrid dans l'année 2010. Le maire de la ville, que vous pouvez voir dans l'affiche, Alberto Ruiz Gallardón, décide d'installer 400 caméras de vidéovigilance dans un quartier du centre-ville qui s'appelle Lavapiés, qui est assez populaire. Et il y a un mouvement citoyen qui décide de hacker les systèmes de caméras, en fait. Et il se présente à un appel à projet d'un centre culturel de la ville qui travaille notamment depuis la technologie, s'appelle Media Lab Prado, peut-être vous connaissez. Et ils disent qu'ils vont faire un vrai hacking du système de vidéovigilance pour retransmettre dans un écran géant qu'il y a à Media Lab Prado ce qui est enregistré par les caméras à Lavapiés. Comme ça, tous les citoyens peuvent voir exactement la même chose que voit la mairie. Et finalement, les hacking n'étaient pas tout à fait possibles, alors ils ont fait un hacking systémique, on va dire. Ils ont posé des caméras sur les vraies caméras et ils ont enregistré la même chose. Et j'aime bien la petite histoire parce que vraiment, ça pose la question de qui a le monopole de la surveillance dans ce cas-là et aussi qui peut accéder aux données publiques dans ce cas-là. Il faut dire que le promoteur du projet a eu une amende de 10 000 € pour faire ça. Prochaine petite histoire.
on voyage maintenant à Détroit. Si vous savez, vous, le film Détroit, qui a sorti il y a un an, je pense, qui raconte un peu les problèmes raciaux qu'il y a eu dans la ville et les révoltes dans l'année 1967, on peut imaginer comment était la ville à ce moment-là. Et 4 ans plus tard, un collectif qui s'appelle The Detroit Geographic Expedition, un institut, décide de compiler des données sur les morts d'enfants qu'il y a dans un quartier noir de Détroit. Parce que dans la police, dans la mairie, il n'y avait pas de données pour quantifier les morts dans ces quartiers-là. Alors, la façon qu'ils ont de travailler, c'est aller dans les quartiers et demander aux gens un truc simple. Bon, ils font entre autres ces visualisations que vous pouvez voir dans l'écran. Chaque point noir est un mort, un enfant qui a été mort parce qu'il y a eu une voiture qui l'a écrasé. En fait, après, il faut savoir, bon, vous pouvez voir que presque tous les points noirs sont dans des lignes qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, parce que ce sont les rues qui connectent les downtown où les gens qui habitent dans les suburbes travaillent. Alors, tous les jours, roulent en voiture et traversent les quartiers noirs et fracassent les enfants du quartier. Jusqu'au moment où ce travail a été fait, le phénomène ne pouvait pas être raconté ou prouvé. Ça nous amène à la question de qui produit les données et qui a les droits et la capacité de les analyser. Souvent, histoire. Et vous connaissez OpenStreetMap. Et dans l'image, on peut voir à gauche l'état des données dans la base de données OpenStreetMap en mars 2008 et à droite en octobre 2009. Les maps font une comparaison entre la base de données OpenStreetMap et une autre base de données qui s'appelle Meridian2, qui est un peu, ou était à l'époque, un peu la référence en termes de dates géographiques. Les rouges, c'est les endroits où la OpenStreetMap a des carences par rapport à Meridian2. Et le bleu, c'est où OpenStreetMap a plus de données que Meridian2. Ça veut dire que dans un peu plus d'un an, vous pouvez voir l'évolution énorme des données qui ont été incorporées à la base de données d'OpenStreetMap. Ça nous donne une idée de la capacité de la citoyenneté pour compiler des données, tout simplement. Et ça nous amène à un projet qu'il y a derrière OpenStreetMap qui s'appelle Humanitarian OpenStreetMap Team, qui utilise cette capacité citoyenne pour aller dans des zones de catastrophes. Par exemple, la première zone où ils ont été, c'est Haïti, en 2010, après les tsunamis. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Dans très peu de temps, ils recompilent beaucoup de données à partir des photos aériennes qui donnent gratuitement, notamment Yahoo, pendant une période de temps. Yahoo ouvre ses bases de données de photos aériennes et il y a beaucoup de volontaires qui, sur place et depuis chez eux, reconstruisent un peu la géographie du pays après la catastrophe. Parce que vous pouvez imaginer que toutes les rues, toutes les maisons, il y a beaucoup de maisons qui disparaissent, il y a toute la géographie qui change. Alors il faut adapter les cartes pour que les équipes de secours interviennent après. Alors ça c'est possible seulement parce qu'il y a une organisation comme Humanitarian OpenStreetMap Team qui fait ça.
On peut imaginer que l'administration n'a pas la capacité de faire ça, la capacité de réponse rapide de faire ça, et les entreprises n'ont pas la motivation. Une autre petite histoire. L'histoire des sensors de la qualité de l'air, Air Quality Egg. Et en fait, ce sont des sensors de low cost. Avec 5 euros, on peut avoir un sensor à peu près. Mais quand même, ne sont pas très précis, les sensors de qualité d'air de Air Quality Egg. Alors, si on veut avoir un sensor plus précis, c'est simple. On paye 10 fois plus et on commence à avoir un sensor précis. Ou si on paye 100 fois plus, on a un sensor nickel. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas l'argent? Bon, qu'on change la technologie par ce qu'on appelle le software social. Et on peut fonctionner chacun d'entre nous avec un ou deux sensors. Et qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas savoir s'ils sont bien réglés, si un sensor marche ou pas. C'est pas grave. On fait un rendez-vous par semaine et on échange les sensors. Et comme ça, si on échange les sensors de son, on peut voir la différence. Si les sensors continuent à donner les mêmes valeurs, c'est que est pas bien. Alors, c'est pour dire que c'est très important les côtés social à côté de la technologie. À peu près la même idée. Peut-être vous connaissez Public Laboratory, c'est une organisation qui a commencé aux États-Unis, qui travaille la science citoyenne. Et ils ont commencé en 2010 avec un projet qui s'appelle Grassroots Mapping, qui consiste en faire des photographies aériennes avec des ballons ou des cerfs-volants. Alors comme ça, on peut... on s'en fout de la législation, par exemple, des drones. On peut faire voler des autres objets, comme on fait voler un cerf-volant et prendre des photos avec eux. Et en plus, c'est low cost, c'est pas cher du tout. Et, ils sont cartographiés comme ça, toute la côte de Louisiana, du golfe du Mexique, après les problèmes qu'on a eu avec un grand bateau pétrolier, DVP, qui a laissé tomber beaucoup de pétrole. Et bien sûr, on ne pouvait pas quantifier la catastrophe parce qu'il n'y avait pas d'image. Bon, avec le travail de Public Lab, on peut avoir d'image, on a pu avoir d'image. Pour finir, les petites histoires. Le software Consul, c'est un logiciel pour gérer des budgets participatifs dans des villes, qui a été développé à la base à Madrid. C'est la mairie de Madrid qui a commencé à l'utiliser et a libéré le code. Et après, tous les points que vous pouvez voir dans la carte, c'est des villes qui sont en train d'utiliser le logiciel. Et c'est très important. Par exemple, il y a quelques semaines, j'étais à Canarias. Vous pouvez voir les points là, dans la moitié à côté de l'Afrique. Et il y a une des îles qui n'a pas l'argent ni la capacité de développer un logiciel comme ça, qui est en train de gérer ses budgets participatifs d'une façon très complexe grâce à Consul, parce qu'ils participent, ils sont une petite équipe qui participe au développement, mais ils n'ont pas eu le besoin de développer tous les systèmes ensemble. Voilà le potentiel de la coopération entre institutions et citoyenneté. Bon, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait depuis Montera 34 et pourquoi on dit que c'est important de créer et gérer les données en tant que bien commun. Bon, nous, pour marcher vers cet XNR, on pense qu'il faut faire 4 choses. Au moins, depuis notre collectif, on peut faire 4 choses. Déjà, essayer de libérer des données. Je vais raconter des projets où... il y a mon ordinateur qui
qui chauffe et qui s'éteint. Bon, je vais continuer à parler pendant qu'il se rallume. C'est pas grave. Et on libère les données. Bon, est-ce que vous avez des questions? Juste un moment. Ça va mettre un petit peu de temps. Il fait chaud ici. Bonsoir. Il faut l'allumer, ouais. Il fonctionne, c'est bon? Vous m'entendez? Il faut... Non, ça passe pas. Donc, merci. Ah oui, voilà. Donc, j'ai une question assez simple, mais la réponse, je ne l'ai pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu, comme pas mal de gens qui bossent sur l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle ne peut pas être un bienfait pour l'humanité sans l'ouverture des données, sans l'open data? J'avais dit qu'elle était facile à poser, hein, ouais, pas à répondre. Voilà, je n'ai pas la réponse non plus. Moi, je ne travaillais pas dans l'intelligence. Ah, vous n'êtes pas sûr, d'accord. Non, non. Je ne travaillais pas sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne peux pas vraiment te dire. Peut-être il y a quelqu'un qui... L'intelligence artificielle en tant que telle n'existe pas. Ce sont des intelligences artificielles très spécialisées, avec des gens très intelligents qui ont développé des algorithmes très intelligents. Donc il y a quelque part, et même ils ont du mal à comprendre de pourquoi la décision a été prise à l'intérieur, comment ça fonctionne. Il y a certaines choses qu'ils ont du mal à comprendre dans ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas parler d'intelligence artificielle. C'est beaucoup d'artificiel et assez peu intelligent. Je suis désolé. Merci. Moi, j'avais un autre exemple dans un style un petit peu différent. J'avais discuté avec des étudiants à Atlanta qui avaient travaillé sur la façon dont la ville avait été construite. Donc Atlanta en Géorgie, qui est une ville avec un passé historique assez important, en tout cas sur les Noirs, etc. Et il m'avait raconté une anecdote qui est amusante, et vu qu'on a du temps, j'en profite. En gros, il y avait dans les années 60, je crois, il y avait un quartier noir qui avait commencé à acheter des maisons et qui était devenu hyper tendance, mais vraiment super cool. Et donc les prix des maisons avaient énormément augmenté. Et l'infrastructure, enfin le maire de la ville avait s'était dit bon bah en fait là il y a un problème, il faut qu'on arrête ça parce qu'il est hors de question que les Noirs aient des maisons qui coûtent plus cher que celles des Blancs. Et donc il avait construit en fait une énorme autoroute en plein milieu du quartier qui avait évidemment fait chuter complètement le prix des maisons. Et justement, la question de savoir exactement où allait être placée l'autoroute avait fait énormément de débats. Et ils avaient dit, en fait, c'est encore de la discrimination. Le placement est de la discrimination. Et donc, ça rappelle certains des exemples que vous avez mentionnés. Oui, carrément. Il y a pas mal d'exemples comme ça. J'aurais parlé d'une expérience que j'ai vue là, récemment sur Internet. C'est des capteurs d'orage fabriqués par les Allemands. Blitz, j'ai oublié le nom du site. Et on peut fabriquer soi-même ce capteur qui contient un GPS parce qu'il faut une référence au temps extrêmement précise. On envoie ces informations à un centre de calcul. Et sur le monde entier, on peut avoir en temps réel la position de tous les impacts sur le monde entier, des impacts de foudre, à la minute près. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que chacun peut monter chez lui, bon, il faut savoir souder un petit peu quand même, et ce capteur et contribuer à fournir à tous les usagers. Alors, à partir du moment où on a brancher un capteur chez soi, on a le droit d'accéder à ces données. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. J'aurais aussi parlé d'un autre exemple qui est l'ouverture des données météo, parce que moi je suis un ancien météo, en données publiques qui sont aussi des données extrêmement intéressantes
qu'on peut recouper d'ailleurs avec ces informations d'observation d'orage. Et donc, on peut accéder à plusieurs sorties de modèles du monde entier, enfin des Américains, pas des Anglais malheureusement, des Français, des Allemands, des Canadiens, alors peut-être d'autres que je ne connais pas encore pour l'instant. Et donc ça peut être aussi quelque chose de très intéressant de contribuer à mettre à la disposition, parce que les données sont malheureusement sous une forme assez difficile à décoder quand on n'est pas du métier. Et ça peut être intéressant de les mettre à disposition sous forme de web service à la communauté. Voilà. Oui, il y a pas mal de projets comme ça qui sont très intéressants. Ça me vient à l'esprit maintenant les projets Galaxy Zoo qui a mis en place la NASA sur Internet, où on peut jouer un petit peu sur le site web pour identifier les formes des galaxies. Et comme ça, on aide les astronomes après à prévoir l'évolution des galaxies. Et c'est en principe des tâches qu'on ne peut pas faire facilement une machine. Et bon, désolé pour l'interruption. Et je disais que ce qu'on fait nous, c'est on libère des données et on analyse et on visualise des données, des fois, pour les rendre plus compréhensibles. Et on aime bien mettre en place aussi des espaces de collaboration et apprentissage, des espaces physiques, bien sûr, avec l'appui des espaces numériques, et promouvoir finalement la culture des données. Bon, j'avance rapidement. Et ça, c'est à peu près ce qu'on fait, nous, les contextes dans lesquels on travaille, et que j'ai raconté au début. Alors, première chose qu'on fait, analyser et visualiser les données. Par exemple, je vous raconte un projet qu'on a fait à Madrid qui s'appelle Culturometer. En fait, l'objectif du projet était visualiser, faire comprendre les budgets dépensés en culture pour la mairie de Madrid, en fait. Et je pense qu'en France, c'est pas si le bordel qu'en Espagne, mais en Espagne, c'est vraiment le bordel, les données des budgets municipaux. Alors, quand on a commencé le projet, on a demandé les données à la mairie et ils nous ont donné un PDF et images, sans texte. Pour vous dire, ça c'est le niveau d'ouverture des données. En Espagne, on a commencé le projet en 2009. Maintenant, quand même, ça a amélioré un petit peu, mais pas beaucoup. Et alors, l'objectif était de faire une visualisation interactive, comme un type de diagramme à Sankey que vous pouvez voir ici. Mais on a passé presque tout le temps au début à décrypter les données et à comprendre les données. Et en 2016, on a fait la phase 2 du projet. On a fait les mêmes exercices, mais avec les données de 2016. 7 ans après, la mairie a mis en place un portail web pour publier et pour ouvrir les données. Alors, on avait beaucoup plus de données. On a pu travailler avec un niveau de détail beaucoup plus grand. Et, je ne rentre pas dans les détails. Les choses importantes vraiment dans la deuxième partie du projet, c'est que en plus de faire compréhensibles les données qui ont été publiées sur un site web, dans une liste difficilement lisible, difficilement compréhensible, avec des visualisations comme celle-là, sont plus ou moins intuitives. On fait une relation entre la surface et les budgets. On a fait un travail de ce qu'on appelle la transparence cognitive. Ça veut dire d'expliquer les données. Ça ne sert à rien
avoir beaucoup de données ouvertes publiées sur le site si personne ne peut les utiliser parce qu'elles ne sont pas compréhensibles, parce qu'il n'y a pas une documentation qui dise comment les utiliser et les structures de la base de données. C'est ça une des idées qu'on a en tête quand on parle d'ouvrir les données ouvertes. Il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de gens qui parlent de qu'ils s'ouvrent les données, mais nous on pense qu'il faut vraiment faire un travail en plus de documentation, d'explication de ce qu'on est en train d'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'outils pour analyser les données qu'on doit les développer? Un des outils qu'on a développé s'appelle PageOneX et permet d'analyser la surface dédiée dans les premières pages des journaux à une actualité ou à un sujet concret. Vous pouvez voir à peu près l'interface du site. Ça, c'est un site web accessible sur pageonex.com. Et on peut faire parce qu'en fait, il y a une autre histoire. Des fois, on a les données là-bas. Par exemple, on a les journaux, on a les données, mais il faut les traduire ou il faut les recodifier pour pouvoir les utiliser. C'est ça qu'on fait avec PageOneX. On transforme les premières pages des journaux dans des surfaces analysables. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Par exemple, on peut analyser les principaux journaux espagnols pour voir la surface dédiée. Dans les colonnes, vous pouvez voir des dates depuis le 21 mars jusqu'au 31 mars de 2014. Et dans les fils, vous pouvez voir les principaux journaux espagnols. Alors, en bleu, c'est les images où il y a des hommes. Les rouges, c'est les images où il y a des femmes. Et les verts, c'est mixte. Et les gris, c'est neutre. Alors, on peut voir clairement la tendance des journaux. Une chose qu'on ne pouvait pas voir tout simplement en regardant les premières pages des journaux. Ici, c'est le même exercice, mais avec les journaux aux États-Unis, le New York Times et Washington Post. C'est le même code et c'est à peu près, on peut sortir les mêmes conclusions. Un autre outil qu'on a développé, comme je vous ai dit, je viens du monde de l'architecture et on a développé un outil qui s'appelle Ecometro, qui permet d'évaluer l'écologie dans les procès constructifs. En fait, c'est très intéressant parce que normalement, l'évaluation de l'écologie est faite pour des entreprises comme les labels bio, mais pour les bâtiments. Okay? Alors, il y a déjà la question économique et de deux, il y a la question de la transparence. On ne connaît pas les paramètres. Alors, ce qu'on a fait nous, c'est construire un outil qui permet de connaître tous les paramètres. Alors, un architecte ou n'importe qui peut parcourir les procès et fournir les données que demande l'outil et connaître l'évaluation écologique de son bâtiment. Et qu'est-ce qui a donné ça en plus d'un système d'évaluation ouvert? Et en fait, que le système d'évaluation s'est transformé dans un système de conception. Parce qu'une fois qu'on sait ce qui va et ce qui ne va pas, on peut faire des changements. Et on peut dire, OK, en fait, mon bâtiment c'est pas écologique parce qu'il y a des problèmes avec les gaz radon, un problème classique. Bon, OK, je vais changer ça. Alors, on commence à faire l'analyse, pas quand le bâtiment est fini, pour les donner une note, mais quand on commence à les concevoir. C'est très intéressant parce que ça nous permet de voir ce qui se passe quand
on ramène la logique libre, open source, dans un contexte traditionnellement fermé. Troisième chose qu'on fait, ok, on fait des analyses de données, on crée des outils quand ils n'existaient pas, mais on ne peut pas tout faire, nous, tout seul. Alors, on a besoin des espaces de collaboration pour travailler avec les autres. Et ça, c'est un terrain vague qu'il y avait dans le centre-ville de Madrid, en fait. La mairie a décidé de démolir une ancienne piscine. Et dans la nuit blanche de 2010, si je me rappelle bien, un collectif qui s'appelle Basurama a décidé de demander à la mairie l'ouverture du terrain vague pour faire des activités pendant la nuit. Et ils sont arrivés à laisser 15 jours de plus le solar ouvert. Ça a été un succès. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et il y a eu après l'association du quartier a décidé de dire à la mairie, ok, vous êtes en pleine crise, vous ne pouvez pas construire la nouvelle piscine que vous voulez construire. Est-ce qu'on peut avoir les terrains pendant jusqu'au moment que vous commencez la construction? La mairie a dit oui. Et en fait, l'espace s'est développé pendant 8 ans. S'appelle Campo de Cebada, il vient de fermer. Parce qu'il y a les travaux qui vont commencer maintenant, 8 ans plus tard. Et en fait, je ramène l'image parce que le prix Ars Electronica, un des prix les plus importants en art électronique et technologie, ont donné en 2013 le prix à communauté numérique à Campo de Cebada. C'est un espace physique urbain dans les moitiés de la ville. Alors, je trouve très symbolique l'histoire parce que ça nous fait penser à vraiment l'hybridation entre les espaces urbains physiques et les espaces numériques. Et depuis Montera 34, avec des autres collectifs à Madrid, inspirés par tout ce qui s'est passé à Campo de Cebada, on a décidé de créer 2 plateformes, Ciudad Escuela, Cité École, et Ciudad Huerto, Cité Potager, pour essayer de compiler et documenter tous les apprentissages qui ont lieu dans les espaces comme Campo de Cebada à Madrid, pour essayer de créer des liens entre les espaces. Parce que à Madrid, c'est commun de voir certaines choses qui se passent dans un espace et dans les quartiers d'à côté qui soient complètement imperméables. Pas de transférence de connaissances. Et en plus, on s'est posé la question aussi de la reconnaissance. Il y a beaucoup de savoirs dans ces espaces et ne sont pas reconnus en dehors de la communauté qui construit l'espace. On a développé la plateforme et on a développé avec les différentes communautés des itinéraires d'apprentissage pour pouvoir déjà partager les connaissances et d'aider avec un système de badges, des insignes basés sur les systèmes qu'a créé Mozilla, des Open Badges, pour pouvoir reconnaître les apprentissages qui ont lieu dans les lieux de construction informelle de la ville. Et un autre projet qui nous fait penser aussi à la puissance des espaces de collaboration et d'apprentissage. Pendant toute l'année 2018, on est en collaboration avec un centre qui s'appelle Iriki Labs, qui travaille à San Sébastien, dans le nord de l'Espagne. C'est un centre de culture numérique et technologie. Et on a mis en place un groupe de travail pour essayer de discuter et de faire autour des données. L'objectif final du groupe est de développer des projets, bien sûr, mais aussi d'élargir la culture des données qu'on a tous comme groupe. C'est une question très, très importante. Et pour finir, je vais raconter 3 projets
aux quatre. Et pour vous montrer comment nous, on travaille avec les données dans des différentes situations. Et ça, c'est Pablo, c'est mon collègue de Montera 34 qui est en train de me parler. Je vais arrêter les... Bon, j'ai structuré un peu les projets que je vais vous raconter dans trois cas. Pardon. Et ici, vous pouvez voir, même si c'est en espagnol, qu'est-ce qui se passe quand on analyse les données. Qu'est-ce qui se passe si on a des données? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de données? Qu'est-ce qui se passe si les données sont là mais ne sont pas accessibles? Bon, je vais vous raconter trois cas. Le premier cas, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de données? En fait, pour travailler avec des données, je vous rappelle, nous on travaille avec les données parce qu'on veut comprendre ce qui se passe dans les villes, ou dans notre territoire, ou dans notre entourage. Alors, s'il n'y a pas de données, on ne peut pas travailler. Et en fin 2014, on s'est posé la question, vous savez, en Espagne, on a eu une grande crise immobilière, comme un peu partout, mais un peu plus forte. Et en 2008, tout a pété. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu beaucoup de territoires qui ont resté vides, ou à moitié construits, ou directement... ils sont achetés par des promoteurs immobiliers, mais ils n'ont été jamais touchés, mais sont un peu congelés. Bon, on s'est posé la question de c'est quoi la conséquence de la crise immobilière dans les territoires. On peut quantifier ça. On a fait des recherches, on a parlé avec des administrations pour voir s'ils avaient des données. Personne n'avait des données sur le sujet, alors on s'est dit... Bon, ici vous pouvez voir deux cas, sont pas loin de Madrid, c'est des développements immobiliers dans le sud de Madrid qui sont presque vides toujours. Alors on s'est posé la question de est-ce qu'on peut faire ça nous-mêmes? Et on s'est dit bon, on va essayer. Alors on s'est mis comme objectif créer une base de données publique des cadavres immobiliers. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est bien sûr habiliter un espace pour travailler tous ensemble. Et on a fait appel à tous ceux qui avaient travaillé jusqu'au moment sur le sujet et qui avaient base de données partielles de différents lieux en Espagne ou depuis différents regards. On a mis en commun la base de données de chacun. Et on a sorti une base de données commune, déjà pour commencer. Et après, pour suivre, on a dit, bon, ok, mais c'est quoi un cadavre immobilier? Alors, on a commencé à penser ce que c'est un cadavre immobilier. Ça, c'est très bien parce que pendant qu'on travaillait, on a commencé à se poser des questions sur, par exemple, si... on devrait changer la législation urbanistique pour introduire une nouvelle qualification des sols pour voir ce qu'on fait avec les cadavres immobiliers. Et, bien sûr, même avec les bases de données partielles qu'on a compilées, on n'avait pas beaucoup. Alors, on a lancé une campagne qu'on a appelée « Adopte un cadavre immobilier ». Comme ça, si n'importe qui voyait un cadavre immobilier à côté de chez lui, à côté de chez elle, il pouvait prendre une photo et l'incorporer à la base de données qu'on a commencé à construire. Et après la campagne, on a sorti la première visualisation de la base de données, une carte simple, mais qui donnait un peu une idée géographique de où avait eu une consommation de territoire plus grande. Et après, on a fait des autres rencontres pour essayer de comprendre un petit peu les données qu'on avait compilées. Et on a fait des différentes visualisations, par exemple par surface, ou par exemple pour voir, ça c'est bien sûr Espagne, et c'est la division par département en Espagne, par provincias. Et on peut voir que Madrid
Barcelone, mais aussi Murcia, et ils sont la plupart des cadavres immobiliers. Et j'aime beaucoup cette visualisation parce qu'en fait, ça nous fait penser à une autre chose qui est très importante quand on travaille avec des données compilées par la citoyenneté, c'est que on doit toujours mettre en contexte les données. Parce que si on voit la visualisation comme ça et je vous explique rien, vous pouvez penser qu'à Murcia, il y a beaucoup de cadavres immobiliers. Il y a Cuenca, par exemple, qui est entre Madrid et Valencia. Bon, dans les départements en blanc, il n'y a presque pas. Ce n'est pas vrai. C'est seulement que la communauté qu'il y a derrière les projets de cadavres immobiliers travaille surtout à Madrid et à Murcia. Alors il faut savoir ça. Il faut penser toujours que les représentations et les données sont pas objectives. Sont plutôt, il y a un contexte derrière. Et deuxième cas, quand on travaille avec les données, qu'est-ce qui se passe s'il y a des données, mais ils ne sont pas accessibles, non? Comme dans les cas qu'on racontait avant des cultures amateurs. Bon, je vais vous raconter un autre projet qu'on a fait. Et vous savez, maintenant dans plusieurs villes, il y a un petit problème avec les locations touristiques à Paris, notamment dans les grandes capitales. On a commencé il y a un an à analyser les sujets, les phénomènes, mais bien sûr, on ne peut pas taper à la porte d'Airbnb et les demander les données, parce qu'ils ne vont pas te les donner. Alors, il y a des entreprises qui te vendent des analyses, mais ne te donnent pas les données, ne te donnent pas la source, te donnent déjà l'analyse faite. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a mis en place une plateforme qui fait des web scraping. Ça veut dire qu'elle va visiter automatiquement les sites d'Airbnb et des autres plateformes d'annonces de location touristique pour compiler toutes les données et pour bien les structurer et que nous, on puisse l'analyser après. Et vous pouvez voir et télécharger les données, bien sûr, sur datahippo.org. Et c'est par exemple avec des projets comme DataHippo qui ont travaillé pour libérer les données. Ce sont des données qui ne sont pas libres, qui ne sont pas là, en gros. Et on ne peut pas les utiliser, mais il y a des techniques parfaitement légales pour les savoir et pour les libérer. Et ça, c'est une autre capture d'écran de DataHippo. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe s'il y a des données, ils sont accessibles. Bon. Et ici, c'est très très bien. Et, ça, c'est un projet, je raconte super rapidement parce que c'est un peu trop dans le contexte espagnol. Ça, vous pouvez reconnaître l'affiche de Back to the Future. Marty McFly et Doc Emmett Brown, on l'a changé le visage. Ils sont Miguel Blesa et Rodrigo Rato. C'est des politiciens qui ont été jugés par une affaire de corruption avec Caja Madrid, qui était à l'époque un des plus grands banques en Espagne. Et en fait, ils ont été jugés parce que en fait, ils avaient des cartes bleues pour les conseillers qui étaient libres d'impôts, en fait, comme ça. Alors, il y a eu un journal qui a publié tous les données en quoi tous les travailleurs, les businessmen de Caja Madrid dépensaient l'argent avec les cartes bleues. Et nous, on a fait un exercice de ce qu'on appelle small data. C'est au lieu de voir l'image complète, on voit des petits détails. Et par exemple, nous, dans ce cas-là, on s'est posé la question de comment ils ont vécu les conseillers, les businessmen, sa vie pendant qu'ils ont dépensé cet argent public. Non? C'est tout simplement un site internet qui, tous les jours, retransmet
avec 10 ans de décalage ce qui était en train de se passer. Okay? Par exemple, aujourd'hui, on sait, on peut voir dans le site ce qui est en train de se passer le 11 mai 2008. Okay? Et il y a aussi un compte Twitter qui est en train de tweeter les dépenses en temps réel, 10 ans de décalage. Et pour finir, un projet qu'on est en train de faire depuis un an, c'est, comme je vous disais, analyser l'effet des logements touristiques dans les villes. En fait. L'objectif du projet est triple. Déjà, libérer les données des villes où on travaille pour que des autres personnes puissent développer des analyses aussi. Deux, apprendre tous ensemble à utiliser des outils pour analyser les données. Et trois, produire un dossier pour avoir après un débat informé avec des données dans la main. Et alors, on fait des ateliers avec une certaine méthodologie qui nous permet de produire ces dossiers avec des gens qui n'ont jamais travaillé avec des données. On se pose des questions très, très, très simples et très directes et on essaie de les répondre avec les données. Et ça, c'est une capture d'écran d'un des dossiers et un autre capture d'écran. Et ça, c'est une image. Un truc important de ce projet, c'est qu'en fait, on habilite des espaces pendant le projet où c'est possible d'apprendre, d'échanger, mais surtout de discuter entre deux personnes qui normalement ils ne sont pas un espace commun pour le faire. Par exemple, dans le dernier atelier qu'on a fait à Madrid, il y a 2 semaines, il y avait des politiciens de la mairie et il y avait des citoyens qui sont contre les plans que veut mettre en place la mairie. La mairie n'a pas su créer ce type d'espace pour tout simplement discuter. Bon, on trouve que c'est super nécessaire, de la même façon que c'est nécessaire d'analyser les données. Pour finir, avec des idées que j'ai balancées pendant toute la présentation, je vais vous montrer un travail de Catherine D'Ignacio, qui est une chercheure et professeure à l'MIT, qui a analysé ce que la culture des données, la visualisation des données peut apprendre du féminisme. Et je trouve que, bon, vous pouvez lire plus ou moins, je ne vais pas tout expliquer, je suis déjà en dehors de temps, mais j'aime bien surtout l'idée de l'avant-dernier, represent uncertainly. Ça veut dire toujours qu'une visualisation ou une explication, même les histoires que je viens de vous raconter sont partielles. On ne peut pas avoir une vision globale de l'histoire avec une seule analyse. C'est pour ça, en gros, que c'est intéressant de gérer les données et ces analyses en tant que commun, pour avoir, entre autres, multiples analyses, multiples visions. Et voilà, et merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi, avant de finir, si vous avez des questions maintenant, que je viens d'Ariège, j'habite là-bas maintenant, et en plus de faire partie de Montera 34, je fais partie d'un projet qui s'appelle La Place, qu'on est en train de mettre en place et déjà actif dans un petit village qui s'appelle Oust. C'est un espace pour expérimenter avec la technologie, pour apprendre en commun
tout autour de numérique. C'est un petit espace de fabrication numérique. C'est un petit espace de travail mutualisé. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez me situer un petit peu sur la carte. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des... Si, ouais. Merci. Je voulais savoir sur la question du web scrapping sur le projet Airbnb. Vous expliquez que en fait, les données ne sont pas disponibles, mais que vous allez les chercher vous-même. Et vous disiez tout à l'heure que c'était légal et que vous les libériez. Quel est réellement le point de droit autour de la récupération de données par web scrapping de cette manière-là? Finalement, elles appartiennent réellement à qui? Enfin, j'imagine qu'elles appartiennent à Airbnb, que c'est assez compliqué d'aller dire je suis allé les récupérer comme ça, je les ai mises dans un tableau Excel ou dans une base de données quelconque accessible par une API et tout, et maintenant n'importe qui peut les utiliser, les modifier, etc. Qu'est-ce qui est réellement derrière ça? Oui, effectivement, j'ai dit que c'est légal, que c'est tout à fait légal, parce qu'en fait, sont des données publiques. On fait que les compiler. Ce qu'on fait, nous, c'est en fait, on visite les sites d'Airbnb automatiquement et on compile les données. Alors, ce sont des données que tu peux voir quand tu visites le site. Et après, quand ils sont tous ensemble, on peut les analyser. Mais ce sont des données publiques. Alors, tout est légal. Allô? Ouais. Je vais continuer. Alors, donc, pareil, toujours sur Airbnb. L'outil que vous utilisez pour faire le scrapping, c'est quelque chose qui est disponible en open source, qu'on peut remettre facilement sur une autre ville. Comment ça se passe? En fait, c'est une bonne question. Et on n'a pas libéré les... Je vais raconter pourquoi. Ouais. En fait, on utilise Python pour faire le scrapping. Ok. Si tu vas par exemple sur notre repositoire, tu peux voir les codes du site de la plateforme, mais on n'a pas publié les scraps. Si tu veux, on te les donne. Mais l'idée, c'est que si on publie les scraps, Airbnb sait comment on va chercher les données et il change les structures des données. C'est vraiment le bordel. Alors, c'est pour ça mais si tu parles par exemple, il y a plusieurs personnes qui font des scrapping d'Airbnb, de HomeAway, de TripAdvisor, et tu ne vas pas trouver des scripts de scrapping publiés. En fait, c'est à cause de ça. Mais si tu contactes la personne et la personne te fait confiance, et tu peux avoir les codes. Merci. Moi, j'avais une question sur les données Back to the Future. Pardon, les données des deux politiciens, là, les dépenses, comment ils les ont obtenues, les journalistes, vous savez ou pas? En fait, après les procès, les données ont été publiées, en fait. De toutes les dépenses qu'ils ont effectuées? Oui, toutes les dépenses entre, si je me souviens bien, 2003 et 2012. Il y a eu des dépenses avant. Ça, c'est une histoire qui se remonte presque aux années 80, en fait. Mais en fait, la période qui a été jugée, qui a été prise en compte dans les procès, a été depuis 2003. Et du coup, la justice, elle a ordonné la publication des données de dépenses, c'est ça? La justice, pardon? La justice, elle a ordonné que les données soient publiées pour que le public puisse y avoir accès? Ouais. Une fois que les procès, je ne sais pas, il y a des phases, en fait, dans un moment donné, les procès deviennent publics. OK? Alors, dans ce moment-là, il y a eu des journaux qui ont eu accès aux données. OK? Et nous, on a récupéré les données depuis le site des journaux.
Ok, en fait, c'était des preuves qui étaient apportées dans le cadre du procès. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Bon, mais merci beaucoup pour m'écouter. On peut continuer à discuter plus tard si vous voulez, plus informellement.